commencer, une question très simple pour les gens qui ne te connaissent pas. Pourquoi avoir choisi Monkey pour nom d'artiste et ça vient d'où? Ben, Monk veut dire moine. Moine, c'est le côté spirituel de peu importe quelle tradition, peu importe quelle tribu, peu importe quelle dénomination religieuse. J'avais vu un documentaire sur les moines tibétains qui faisaient des mandalas complets avec des grains de sable de différentes couleurs. Après leur processus de 3 mois, ils détruisaient leur œuvre qu'ils avaient fait, qu'ils avaient investi beaucoup de temps à créer. Et donc, pour moi, il y avait une forme de détachement. C'était des artistes, mais c'était des artistes qui avaient un détachement avec l'art qu'ils créaient. Pour moi, c'était très proche de ce qu'on devait développer en tant que graffeur aussi. Tu peins sur un train, le train disparaît, tu ne le verras plus jamais. Tu peins sur un mur, la ville repeint par-dessus. Et donc, tu dois laisser aller tes œuvres à leur propre vie, à leur propre cours. Et tu dois même apprendre à détruire certaines de tes œuvres. Et donc, pour moi, ça me parlait énormément. Aussi, dans le graffiti, quand j'ai commencé, je faisais déjà beaucoup de portraits, beaucoup de figuratifs. Et d'avoir un O dans mon nom me permettait de mettre un visage à la place, de faire du portrait. Donc, même si je faisais du lettrage, je pouvais aussi peindre figurativement. Et après, quand je suis arrivé à Montréal, moi, j'ai Drummondville, une ville à 1h30 de Montréal environ. Je suis arrivé à Montréal à 16 ans, 17 ans. Puis il y avait déjà un graffeur, Monk SVC, qui était un crew de graphe ici. Et dans le hip-hop, dans le graphe, la raison pourquoi il y a KRS-One, Tame-One, pourquoi les gens ont beaucoup le nom One, c'est que dans le graffiti, on aime proclamer qu'on est le premier du nom. Donc, Monk One. Et donc, il y avait déjà un Monk à Montréal. Donc, j'étais pas réellement Monk One. Donc, je devais remix mon nom pour pouvoir garder le One. Et donc, c'est devenu Monk E. Parce que les gens me demandaient aussi si j'étais un moine, quel genre de moine j'étais. Et je suis un moine de l'énergie, E égale MC2, l'énergie. Et donc pour moi, c'était au-delà d'une dénomination religieuse. J'étais l'étudiant des mouvements énergétiques qu'il y a autour de moi. Et donc c'est ça qui a amené la naissance de mon nom. Donc maintenant, c'est monk.e1, Monk E1. Est-ce que tu peux me parler de K6A? K6A, on est un collectif d'artistes. Maintenant, on est plus d'une trentaine d'artistes. Au départ, on était 4 graffeurs sur la rive sud de Montréal. Saher, C-Rack, Hostie One et moi. Et comme je faisais du rap, je me mettais à rapper avec plein de gens. Low Pesci, Nine Majesty, Maybe Watson, Ken Lo, Corias. Je commençais à rapper avec les gens maintenant qui sont influents dans ma génération. On avait quand même une forme de communion, de rencontre, de curiosité envers l'un et l'autre. Et donc, il y a comme un groupe musical qui s'est formé et on a choisi d'intégrer le K6A du graffiti. Et donc là, on devenait un crew pluridisciplinaire. Et à travers tout ça, à travers le temps, certains sont devenus des grands entrepreneurs, certains sont devenus des chefs cuisiniers, certains sont devenus cinéastes, certains sont devenus globetrotters et ainsi de suite. Mais à la base, c'était vraiment basé sur les 2 éléments du hip-hop, les 3 éléments du hip-hop, parce qu'on avait aussi certains beatmakers comme 7D, comme Ken Lo, comme Jam, Smile et ainsi de suite. Et donc, c'était basé vraiment sur la production musicale et la production de graffiti, de muralisme. Filigrane, qui est un des membres du K6A, a donné naissance au Word Up Battle. 7D et Mark the Magnanimous ont créé Artbeat Montreal. Et donc, il y a eu plusieurs initiatives qui sont nées de ce collectif-là. Et l'idée, c'est qu'on est très différents. Certains, c'est le party. Certains, c'est la spiritualité. Certains, c'est le rap puriste. Certains, c'est l'avant-garde explorative. Et donc, on avait vraiment plusieurs personnalités qui étaient ensemble. Et donc, pour nous, la question était la réponse que l'on cherchait. Donc, qu'est-ce que c'est? Si on prononce en français K6A, ça fait K, c'est ça. Et si on le prononce en anglais, K6A, ça fait K6A. Et donc, que ce soit en français ou en anglais, ça crée une question en slang québécois. Et ça, on trouvait ça très rigolo et très intéressant. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la base du K6A. À la Claire Ensemble est né de K6A. Ben, sans être né de K6A, mais c'est des membres du K6A qui sont allés créer avec les gars de Québec à la Claire Ensemble, et ainsi de suite. Donc, c'est ça le K6A. Je dirais, maintenant, on est quand même un peu éparpillés. Chacun est plus dans ses carrières solo au niveau musical. Mais Artbeat est encore fonctionnel.
le côté graffiti est encore très actif. On peint encore énormément. Donc voilà. Vous vous retrouvez encore, vous vous voyez, pas de beef entre les gars? Non, il n'y a pas de beef, mais je pense que c'est plus la réalité qui te rattrape. À un moment donné, tu as des enfants, tu as des familles, tu déménages, tu as des emplois plus demandants, tu voyages le monde, peu importe qu'est-ce qui t'arrive. Et ce temps libre qu'on a en tant que jeune adulte et vieux adolescent diminue le plus que tu avances dans la vie et que les responsabilités avancent aussi. Donc, c'est pas une question de conflit, je pense que c'est plus une question de temps et de choisir d'investir aussi dans soi et dans son processus aussi personnel. Donc, pour toi, est-ce que ça a toujours été important de créer au sein d'un collectif? En fait, à l'époque, c'était très important pour moi d'identifier le collectif et donc de nommer les collectifs, d'officialiser les collectifs. Chose qui n'est plus nécessairement le cas maintenant. Maintenant, la communauté est très importante, mais j'arrive à vivre bien sans l'avoir clairement identifiée, tu vois. Ma communauté ougandaise, qui est semi-musicale, peinture visuelle, semi-fashion, semi-aristocrate, semi-ghetto boy, tout ça, c'est dur à identifier, c'est dur à regrouper en un collectif. Mais ça, je sais que c'est le collectif qui est nécessaire pour moi, pour que je puisse me développer à mon plein potentiel dans cet endroit-là, à ce moment-là. Donc, c'est encore très important pour moi de reconnaître qu'on forme des équations d'étoiles, de superstars. Et comme aujourd'hui, nous trois dans la pièce, nous quatre, même avec le frérot qui est là, nous quatre dans la pièce, on est quatre penseurs, on est quatre artistes, on est quatre philosophes, on est quatre personnes qui ont du vécu, qui ont du charisme, qui ont un talent, qui ont un don. Et donc, c'est des équations qui n'arrivent pas toujours. Donc, même si on ne va pas nommer le collectif qu'on forme cet après-midi, pour moi, le fait de reconnaître qu'il y a un collectif qui existe cet après-midi est très important pour bien rebondir avec l'autre, bien créer avec l'autre, bien demeurer en esprit d'équipe dans tous mes projets. Donc oui, la communauté, la collaboration, elle est omniprésente dans mon œuvre. Je peins avec les gens, je fais de la musique avec les gens. Sur mon album qui sort avec Mike Schaab, j'ai 11 chansons et j'ai 9 chansons avec des featuring. Donc, j'aime faire de la musique avec l'autre. J'aime faire la peinture avec l'autre. L'être humain est mon plus grand enseignant et ma plus grande source d'inspiration. Donc, la communauté, la collaboration, le collectif sont très importants, mais les figer avec un nom moins important qu'à l'époque maintenant. Donc, pour toi, la richesse, c'est les autres. En fait, ce n'est pas seulement les autres, parce que je fais partie de la richesse aussi. Donc, c'est nous autres. C'est nous autres. Donc, je dois être inclus dans la richesse parce que je sais que je suis moi aussi une belle personne, aussi belle que mon entourage, tu vois. Et c'est important de ne pas faire de la fausse modestie. Je peux reconnaître à quel point mon entourage est exceptionnellement inspirant. Et donc, ce serait un mensonge de ne pas savoir que je suis moi-même extrêmement inspirant, tu vois. Donc, mais ça aussi, c'est le fait que mon inspiration dépend de l'inspiration des autres. Donc, je dois me garder autour et en connexion et en échange avec les gens les plus inspirés que je connais. Et donc, ça, c'est ma richesse. L'inspiration des autres, la relation à l'autre, le nous, c'est vraiment ma source primordiale de tout ce que je fais. C'est la raison pour laquelle je voyage. Je voyage pas pour voir des safaris. Je voyage pas... je voyage pour l'être humain. Je voyage pour la collaboration à travers l'art, qui est, selon moi, le moyen de communication le plus exceptionnel qui existe. Donc, mais justement, en parlant de voyage, parle-nous de l'Afrique. Et qu'est-ce qui t'a mené là-bas pour la première fois? Ma première fois en Afrique, spirituellement, c'était à travers le hip-hop et le dancehall. Et ensuite, ma relation en tant qu'étudiant de l'Afrique et de sa diaspora est devenue de plus en plus claire, que j'étais attiré par la vibration, le combat, l'identité que mes frères et mes sœurs avaient. Et donc ça, je l'ai senti très tôt. Moi, ma sœur, à 1 an, une orpheline haïtienne, a été adoptée par mes parents. Et donc moi, j'ai grandi avec une curiosité et un amour pour... la fierté noire, l'identité noire, les identités noires, parce qu'il y en a des tonnes. Voilà, exactement. Mais je sens qu'il y a un truc
primaire dans la relation à l'Afrique que tous les êtres humains devraient avoir. Je crois qu'on vient d'un point central, on a transformé, on a changé, on a vécu, on a parcouru le monde, et là on se retrouve. Et pour moi c'est important, l'Afrique est laissée dans plusieurs domaines, à plusieurs moments, elle est laissée à l'extérieur de la conversation. Et donc, pour moi, à ma manière, c'est important d'aller entendre l'Afrique et, à ma manière, la voir clairement dans la conversation globale que j'ai envie d'avoir. Et donc, en 2012, j'ai été pour la 3e fois champion canadien, champion québécois de la compétition End of the Week. Ouais. Et depuis plusieurs années, les gagnants africains de la compétition d'Afrique du Sud, de l'Ouganda, ne pouvaient pas aller à la finale mondiale parce qu'ils n'avaient pas les budgets et ils n'avaient pas les visas à temps pour participer. Et donc, la communauté globale a choisi d'aller faire la finale mondiale en 2012 à Kampala, en Ouganda. Et donc, ça a été ma première fois en Afrique. Et dès ce moment-là, ça a été un coup de foudre. Ça a été l'amour, love at first sight. Et puis depuis, là, je suis retourné 11 fois. Et chaque fois, j'y passe entre 2 et 6 mois à chaque fois que j'y vais. Donc là, depuis 11 ans, beaucoup de mes vidéoclips sont produits là-bas. Beaucoup de ma musique est produite là-bas. Beaucoup de mon savoir, de mon inspiration provient de là-bas. Dernièrement, tu reviens du Sénégal, justement. Je reviens du Sénégal. Sénégal, là, c'est un nouveau coup de foudre qui se développe avec le Sénégal. Moi, je ne vais pas où je veux, je vais où on m'appelle. Et donc, beaucoup de gens me disaient hey, « Pourquoi t'es pas allé au Maroc? » Parce que le Maroc ne m'a pas appelé encore. Et moi, ce qui m'appelle, ce n'est pas l'argent. Je ne fais pas d'argent de manière générale. Je ne fais pas d'argent à l'extérieur de l'Occident. Tout ce que vous me voyez peindre et rapper en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Asie, c'est pro bono, c'est gratuitement, c'est donné aux communautés de mon choix. Et donc, je dirais, pour moi, c'est ma manière à moi de redonner dans ma position de privilège, c'est ma manière de redonner et de commencer l'échange. On m'a appris chez les traditions autochtones de toute la planète, tu dois donner avant toute conversation. Tu rentres dans le cercle de feu, tu mets du tabac dans le feu, tu t'assois, tu écoutes avant de parler. Et donc, pour moi, c'est ma manière à moi de le vivre pleinement, un peu ma dette globale, ma dette karmique, et de voir à quel point, quand tu choisis d'aller vers l'autre, quand tu choisis de ne pas éteindre ton empathie et ta compassion, tu deviens un humain qui vibre d'une manière différente. Et moi, je me sais choyer de par cette relation-là à l'autre, de par le fait que quand tu choisis d'être un artiste, ta sensibilité fait que tu vas aussi sentir la douleur humaine, la dépression et ces challenges-là intellectuels et spirituels. Et donc, pour moi, je le vis sainement à travers cet échange-là de continuer à voyager, continuer à apprendre de l'autre et à apprendre à l'autre. Donc, l'Afrique joue un rôle important dernièrement, mais avant l'Afrique, j'ai eu cette relation-là avec le Mexique et avec l'Australie, avec différentes traditions et différentes cultures. Mais là, je dirais, ce qui m'appelle, c'est l'Afrique de l'Est, avec l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, endroits où j'ai depuis déjà 9 tournées dans ces endroits-là. Et le Sénégal, je suis allé 2 fois jusqu'à maintenant, mais là, c'est l'endroit qui m'appelle au rythme le plus grand. Là, j'ai des offres pour être au Sénégal 2 à 3 fois par année maintenant, donc je dois être sélectif de quel projet je choisis. Il y a Brazzaville, que ça fait déjà 3-4 ans qu'ils m'invitent pour leur festival et que j'arrive pas à y aller parce que, bon, je choisis de donner aux communautés durant l'hiver. L'été, je suis travailleur saisonnier qui est muraliste. C'est ça mon emploi principal. Et en tant que rappeur, c'est là où il y a les festivals, c'est là qu'il y a le moment où on peut faire du bread au Québec en tant qu'artiste. Donc c'est clair que tous les festivals qui arrivent, toutes les communautés qui m'invitent et qui m'appellent durant l'été, l'appel est souvent occupé et je dois attendre à ce que l'hiver revienne pour pouvoir recommencer à répondre à ces appels internationaux-là. Moi, qu'est-ce que ta famille, elle pense de l'artiste que tu es devenu et de tes œuvres? Est-ce qu'elle t'a soutenu d'en faire un métier ou était-ce le contraire? Ma famille, et moi je pense que j'ai une famille exemplaire. Je pense que je me permets de dire que mon grand frère et ma petite sœur sont mes 2 meilleurs amis que j'ai. Mon
Ma mère, elle m'a donné tout mon côté artistique, toute ma fluidité créative provient de ma mère. Mon père, c'est un homme de principe. Lui, il m'a offert la philosophie, la justice, la considération de l'autre, la philosophie, tout ça. C'est vraiment du côté paternel que j'ai reçu ça. Et je suis en amour avec moi-même, je suis heureux de ce que j'ai reçu dans la vie. Et donc, je me dois de réaliser que c'est de cet environnement-là que j'ai été sculpté, tu vois. Donc gratitude très grande. C'est sûr que eux, ils m'ont toujours aimé en tant qu'être humain, mais ils ont eu des doutes. Quand tu choisis d'être avant-gardiste, pas tout le monde voit la vision avec toi. En fait, très peu de gens voient la vision avec toi. Tu, parfois, ne vois même pas la vision toi-même. Tu as un feeling interne et tu sautes dans ce feeling-là. J'étais jeune, je savais que j'allais arrêter l'école. Je savais que le hip-hop, c'était ma vie. Le graffiti, le rap. Je sais, mes parents voyaient ça un peu comme un step down. J'étais très talentueux à l'école au début du secondaire, avant que la vie familiale devienne un peu plus challengeant. J'étais très, très bon à l'école. Donc, pour mes parents, me voir choisir l'art de rue, c'était un peu une absurdité quand j'aurais pu choisir le métier que je voulais avec les notes que j'avais. Ouais, est-ce que tu as eu une enfance difficile, on peut dire? Pas l'enfance. J'ai eu une adolescence difficile. À un moment donné, ma mère a développé une série de maladies mentales. Elle a fait des tentatives de suicide. Elle est devenue violente. J'ai eu l'amour incroyable qu'il me fallait pour me développer une personnalité forte durant l'enfance. Mais c'est vraiment l'adolescence qui m'a fait déconnecter de l'idée d'une maison fixe. Comme ça, it was crumbling, comme ça s'effondrait à la maison, rapidement, je crowd-surfais chez des amis de confiance ou que les parents m'aimaient déjà. J'étais déjà à gauche, à droite. J'avais déjà 2-3 refuges où je jumpais de gauche à droite. Ma mère était dans les hôpitaux psychiatriques. Mon père était débordé par le travail et la situation. Et donc, à ce moment-là, déjà à 14-15 ans, je suis devenu un être indépendant. À 16 ans, quand j'ai terminé mon secondaire 5, j'ai bougé vers Belleuil dans le but de me trouver un emploi à Montréal. J'ai été 1 mois à Belleuil. J'ai déménagé à Longueuil. J'avais 17 ans. J'étais à Longueuil avec 200 $, un lit, une radio et mes rêves plein la tête. Et à 19 ans, on m'a offert d'aller représenter le Canada pour les conventions de muralisme à Sao Paulo, au Brésil. Puis mon employeur n'a pas voulu me donner mes vacances. Donc, c'était le dernier emploi que j'ai eu de ma vie. Je suis parti au Brésil. Puis à 19 ans, je ne travaille plus avec un boss, avec un employeur. Depuis que j'ai 19 ans maintenant, je voyage, je vais où je vais. Je suis un artiste souverain. Je n'ai pas de contrat de disque ou de galerie qui m'oblige à rien du tout. Je suis libre à 100%. Mes factures sont payées. Je suis en santé. Mes parents sont heureux au final. Mes parents croyaient que j'allais finir d'une manière tragique. Ben bien sûr. Beaucoup de gens dans ma situation, s'ils n'ont pas une relation avec Dieu, ou une relation spirituelle, ou une relation philosophique avec la vie, perdent espoir, tombent dans la drogue, tombent dans la décadence, tombent dans... Moi, j'ai eu la chance de surfer ces choses-là. Le hip-hop, l'art en général, la rébellion, la désobéissance civile a été ma manière de crier ma haine et ma douleur au monde qui m'entourait. Et donc, plutôt que de devenir un crackhead ou devenir un addict à l'amour ou à une job ou peu importe, j'ai réussi à filtrer ça. Chose que je filtre encore, hein, c'est pas terminé. On nettoie, on se heal continuellement de nos traumatismes du passé, du présent et même de nos ancêtres, je crois. Donc, le nettoyage n'est pas terminé, mais je suis très content que l'art ait été mon filtre et ma capacité de traverser les moments de tempête, tu vois. Quand est-ce que tu as découvert la bombe, celle qui te sert à faire des graffitis naturellement? Yep. Et qu'est-ce qui t'attire entre le graphe et le muralisme dans cette pratique? Quand j'avais 14 ans, j'ai découvert le hip-hop. C'était la culture la plus flamboyante que j'avais vue de ma vie. Et malgré que c'était flamboyant, ça avait un purpose. Ça avait une raison d'être. En plus d'être coloré et charismatique, ça avait un combat existentiel comme nulle part ailleurs, tu vois. Et donc,
la canette, pour moi, c'était juste une extension de cette flamboyance divine-là, tu vois. J'avais 14 ans, j'ai découvert le hip-hop. Quand j'ai commencé le hip-hop, je faisais tous les éléments du hip-hop. Et c'est après que j'ai que conservé les deux éléments dans lesquels j'excellais vraiment mieux. Et c'était la poésie et l'art visuel. Donc, c'est à ce moment-là que l'aérosol a joué son rôle. Maintenant, avec le muralisme, j'utilise aussi... je suis revenu au pinceau, je suis revenu au rouleau. Mais j'utilise encore l'aérosol. Je continue à peindre illégalement. Pour moi, c'est important, la désobéissance civile, de donner son opinion, de ne pas attendre la permission pour tout. Moi, c'est Dieu qui me donne la permission de vivre comment je le fais et de jouer, d'être un pirate, d'être un défieur, je sais pas si ça se dit, mais quelqu'un qui défie le statu quo et l'autorité humaine. Pour moi, c'est des choses qui sont importantes dans ma vie. Il y a des lois divines qu'on serait con de vouloir challenger, comme la gravité. Si tu sautes d'un 15e étage, ça va faire très mal. Mais si moi, on m'oblige d'avoir un tatou de 8 numéros sur le bord de la tempe pour avoir le droit de voyager, je peux te garantir que je vais trouver de nouveaux moyens de voyage. Il y a certains trucs auxquels, comme une forme de dictature et de suprématie autoritaire et impérialiste, que j'emmerde et que je cracherai au visage toute mon existence. Pour le reste, si c'est une autorité qui fait du sens, pour ne pas qu'on se blesse l'un l'autre, pour qu'on se respecte entre nous, je vais évidemment respecter ces lois qui sont bénéfiques, mais je crois qu'il y a certaines parties de la loi qui a été créée pour conserver un statu quo d'inégalité de classe, de race, de religion, et ainsi de suite. Et ça, c'est la partie qui a été légalisée et institutionnalisée que j'emmerde du plus profond de mon être. Pour toi, de quelle manière tes séjours dans différents pays ont-ils influencé ta vision et ton exercice du graphe? Déjà, quand je suis allé au Brésil à 19 ans, ils peignaient complètement différemment. L'Amérique du Nord, l'Occident en général a une manière de... toutes les nations programment leurs citoyens. Ce qui est choisi dans le curriculum académique, ce qui est choisi comme agenda national, crée un impact sur ses citoyens. Et donc voilà. Et donc je pense que de manière générale, on a un programme nord-américain, on a une identité nord-américaine. Et elle est parfois très conservatrice, surprenamment. Elle est conservatrice de par la modernité. Elle ne veut que... C'est que ça. Elle ne permet pas d'embrasser le passé, autant que d'autres traditions. Et donc, moi, c'est ça que ma relation au Brésil, au Mexique, au Sénégal, à l'Ouganda, le Cambodge, c'est ça que ça m'a permis de voir. C'est le fait que l'art urbain, selon moi, se devrait d'être la voie moderne de nos ancêtres. Et donc, d'allier le futur et le passé ensemble. Et techniquement, l'absence de moyens crée la débrouillardise. Donc, tous ces endroits-là qui n'avaient pas accès d'avoir l'aérosol de la couleur parfaite ont créé des manières de mélanger les couleurs d'aérosol, de repeindre un style d'aérosol au rouleau, de mélanger plus d'eau dans leur peinture pour l'économiser et créer une certaine technique, tu vois. Et donc, chaque endroit, chaque nation, de par l'accès ou l'inaccès qu'ils avaient au matériel de base pour faire du graffiti et du muralisme, a créé une identité et une débrouillardise propre à cet endroit-là. Donc, dans tous les endroits où je suis allé, j'ai pu apprendre de comment eux se sont débrouillés pour atteindre les mêmes objectifs que nous en Occident. Bon, pour finir, est-ce que tu peux me parler de tes projets en cours pour 2023, là, j'ai 4 albums. 2024. J'ai 2 albums qui sont sortis en 2022. J'ai sorti L'Effet Papillon et Les Couleurs Invincibles. Là, en 2023, je sors 4 projets. J'ai sorti Divine Elements en février. Je sors De Charbon à Diamant. Et je produis un album avec Ilji des X-Man, et je fais des peintures partout, et je vais continuer à voyager, et je fais des shows, et ma nouvelle collection de peintures à l'huile est prête, et mon nouveau livre va être édité bientôt, et j'ai 1001 vidéos qui va sortir. Je suis un productif obsessif. C'est ma manière d'exister et de sentir que mon existence
a une réalité, a des racines tangibles que je peux sentir, que j'influence mon environnement et la vie que j'ai dans ce corps, sur cette planète. Merci à toi. Merci à toi, grand frère. Pour moi, c'est un honneur d'être invité par un pilier et un icône culturel comme toi, frérot. Longue vie à ton projet, longue vie à ton sang et à ta philosophie, frérot. Yes. Et merci à toi, Monkey. J'apprécie. On est ensemble! Yes!